télé. Natala i canal télé. Nalingi i canal télé. Nalingi i canal télé brody. Nalingi i canal télé. Natala i canal télé brody. Bonsoir chers téléspectateurs, nous revoici encore ce vendredi dans le cadre de notre émission Plein Feu. Nous sommes venus encore une fois pour réfléchir ensemble. Comme vous savez, Plein Feu, c'est cette grande émission de débat où chacun de nous est libre d'émettre même ses propres opinions et d'argumenter. L'essentiel, c'est d'argumenter ce qu'on amène au public. Et donc nous sommes là pour encore apporter quelque chose au public congolais. Le titre de l'émission, comme vous voyez là défiler sur votre petit écran, c'est le constat que iCanal Télé a fait. Ça, c'est notre titre de cette émission. Nous avons dit qu'aujourd'hui, quand on observe la RDC, on constate que tous les paramètres sont au rouge. Et on s'est dit, mais qu'est-ce qui ne va pas? En tout cas, tous les paramètres, c'est le constat. Quand vous allez à l'économie, notre économie, les paramètres économiques sont au rouge. Vous allez au social, le paramètre est tous les paramètres là-bas sont au rouge. Vous allez au niveau de la sécurité. Quand vous prenez la sécurité au niveau de nos frontières, là nous pensons à l'est du pays, les paramètres sont au rouge parce que la solution n'est toujours pas encore trouvée avec les East African Community, avec les Burundais qui sont venus, avec les Angolais qui sont venus. Imaginez-vous toutes ces troupes où on croyait qu'avec eux maintenant, la solution est trouvée. Toujours rien n'est trouvé. Mais plus que ça, au niveau de la sécurité, même dans la capitale, le Congolais ne vit plus dans la sécurité comme chacun devrait vaquer à ses occupations, comme ça s'est fait partout ailleurs. C'est des koulouna, c'est des petits, des enfants qui terrorisent toute une ville comme la ville de Kinshasa. Vous prenez seulement l'état de droit, c'est au rouge. On a vu une figure emblématique comme ça être quitter la prison et aujourd'hui être même nommé à un poste important au sein du gouvernement. J'ai cité Kamere. Et on va aux élections. Encore une fois, l'opposition crie au scandale. On voit déjà du roussi là-bas. Rien ne va. On s'est dit, nous allons tout droit vers une tricherie. Donc, raison pour laquelle iCanal Télé a dit non. Pourquoi? C'est en observant tout ça que nous avons dit, mais tout est au rouge. Alors, j'ai voulu appeler ceux qui sont à mes côtés. À ma gauche, je vois notre consultant, une figure qui est habituée à cette émission, M. Gabi Kitoko, qui est à mes côtés. Bonsoir, M. Gabi Kitoko. Bonsoir, M. Véron. Voilà. Et à ma droite, je vois le pasteur John. Vous commencez à avoir l'habitude de le voir maintenant. Vous commencerez à le voir plus souvent dans la nouvelle émission Débat théologique. Mais ici, il ne parlera pas théologie. Il vient pour parler sur la politique de son pays. Bonsoir, révérend pasteur. Bonsoir, M. Munda. Voilà, merci beaucoup. Ce sont les deux invités qui sont avec moi aujourd'hui pour traiter cette question cruciale sur l'observation de iCanal Télé. Le titre n'engage que iCanal Télé pour le moment. On va voir comment mes invités vont partager ce constat de iCanal Télé. Peut-être qu'ils vont trouver que nous avons été trop durs, ou peut-être qu'ils vont trouver que nous avons vu bon d'aller là-bas. Mais avant qu'on entre d'abord dans le vif du sujet, j'aimerais commencer par un breaking news. Tout le monde connaît que là à Kinshasa, notre cour d'ordre militaire est en train de siéger au moment où nous parlons.
un grand dossier est sur la table du juge là-bas au niveau de la cour d'ordre militaire. C'est un certain député Mwanga Chuchu qui est en train d'être jugé maintenant. Et j'aimerais avoir l'avis, je commence par le pasteur John. Qu'est-ce que vous avez jusque-là? Parce que nous suivons les médias, nous sommes dans les médias sociaux, en tout cas nous sommes informés. Qu'est-ce que vous avez retenu jusque-là de ce procès de ce monsieur dit Mwanga Chuchu? Bon, en fait, moi je voudrais laisser d'abord la justice, et surtout c'est la justice militaire. J'ai vraiment confiance à la justice militaire que la justice civile dans notre pays. Et tout est encore secret jusqu'au moment où nous sommes. Tout ce qu'on apprend, c'est peut-être pour moi c'est de la spéculation. Laissons la justice faire son travail. S'il y avait des audiences publiques et télévisées, nous ferions quand même une opinion. Mais maintenant, je ne saurais pas faire une opinion sur une affaire où tout est secret. Mais les médias sont en train de raconter un peu. Oui, les médias spéculent. On suit les médias. Les médias spéculent parce que... Vous voulez dire que les journalistes n'ont pas accès à la salle de... Non, je veux dire ceci. Oui. Les médias spéculent. Par exemple, le problème du coffre-fort. Le journaliste de l'Okapi a dit ceci. Que on a ouvert le coffre-fort en dehors des caméras. Maintenant, les gens viennent vous dire, non, on a trouvé des dossiers très, très sensibles. Il y avait le complot contre Tshisekedi, contre Kabila, contre ceci. Bon, finalement, ça, c'était la spéculation. Parce que c'était hors caméra. Comment est-ce que nous sommes sûrs que l'information qu'on nous donne est vraie? J'aimerais vraiment me rassurer. Parce que, oui, chacun peut spéculer de sa manière. Il y a des gens qui veulent faire couler Mwanga Chuchu. Il y a aussi des gens qui veulent que la vérité soit dite. Par exemple, il y a des gens de la Lucha qui sont passés là-bas pour dire que Mwanga Chuchu avait prêté de l'argent au président de la République pour la construction du bâtiment. Tu vois, c'est de la spéculation. Tout est spéculation. Donc tout on spécule. Alors je ne saurais pas me prononcer sur un dossier pareil. Donc vous estimez que jusque-là, on est encore au niveau des spéculations, oui. Alors que des accusations graves, des signaux graves sont donnés déjà par rapport, quand par exemple on parle qu'il avait un domaine juste à côté de l'aéroport, là je me tourne du côté de M. Kitoko, Gabi Kitoko, on dit que cet homme est un danger pour la République. Mais le pasteur vient de dire que jusque-là, il n'y a aucune indication pour même commencer à soupçonner quelque chose de mal par rapport à cet homme. Est-ce que vous aussi, vous voyez la chose comme ça, ou vous avez quand même quelques indications que ce procès-là doit être pris au sérieux parce que la République, certainement, serait en danger avec cet homme? Oui, merci beaucoup, M. Véron. Laisse-moi m'acquitter de l'agréable devoir de saluer tous les téléspectateurs de Icana Télé qui nous suivent et de dire combien nous apprécions le temps que nous partageons ensemble. Si le dossier de l'honorable Mwanga Chuchu, je crois que ça doit tirer l'attention de tous les Congolais. Quand il y a un dossier en justice, bien qu'il n'est pas encore coupable, là où le pasteur John a dit, je suis d'accord avec lui, on peut exagérer, mais le fait est que le monsieur est poursuivable. Parce qu'il est en justice. Et même si nous n'avons pas tous les détails, mais il faut accepter aussi que le métier de journaliste, ce sont les gens qui entrent de gauche à droite. C'est reconnu partout au monde. Il y a des informations même au niveau des palais royaux, et que nous arrivons quand même à recevoir ces informations. C'est que même s'il y a exagération, quelque part, il y a certains faits. Mwanga Chuchu, il y a en quelque sorte complot parce qu'on lui a trouvé avec des armes de guerre dans sa résidence. C'est une indication quand même. Indication. Ça, on n'a pas besoin de journalistes. Oui, ça c'était présenté. À moins que ça soit faux, mais si c'est vrai, mais il y a une indication. C'est pas faux, mais c'était présenté à la télé. Okay. Ce n'est pas tout qui a été caché. Peut-être pour les coffres forts, comme Pasteur John l'a dit, c'est là où nous n'avons pas assez de détails. Mais au moins, on nous a présenté ce qu'on a trouvé. On a présenté même sa résidence. C'est que ce monsieur
étaient dans des combines obscures contre la République. Ce qui nous reste à savoir maintenant, moi personnellement, je suis préoccupé de savoir pourquoi maintenant le cas de Mwangachuchu. Parce que ce n'est pas un monsieur qui a évolué aujourd'hui. Et pourquoi maintenant? Et avec tous les détails qu'on est en train d'apprendre maintenant, comment un gars comme ça pouvait évoluer en pleine capitale, sans que même le service de renseignement n'ait eu une idée exacte sur l'homme? C'est seulement maintenant qu'on l'a capturé. Donc ça signifie qu'il y a eu un élément de trop qui est venu pour dire non, mais c'est le moment de l'arrêter maintenant. Parce que moi, je soupçonne quand même que le service de renseignement devrait être déjà au courant des activités de cet homme. Oui. Vous savez, vous pouvez avoir des fuites d'informations, les services de renseignement, je les accorde, ils doivent réunir tous les éléments, enfin, par exemple, de dire que, surtout d'un parlementaire, pour dire que nous venons avec un mandat pour investiguer. Et surtout qu'il joue de l'immunité. Oui, il joue de l'immunité parlementaire. C'est qu'il y a eu déjà une accusation contre Mwangachuchu que la justice militaire a ordonné un mandat. Je pense voilà. quelque chose. Oui, oui, allez-y, pasteur. Je n'ai pas dit que Mwangachuchu... J'ai voulu pas spéculer, mais le fait de l'avoir... S'il est dans la justice, à la justice militaire, c'est parce qu'on a trouvé des effets militaires dans sa maison. Ça, c'est déjà un indice. Ouais. Et aussi, la délocalisation de la prison centrale de Makala à la prison d'Ndolo, c'est un autre indice. C'est que c'est un homme dangereux. Oui, parce qu'on l'a déplacé dans une prison à haute sécurité. C'est que quand même la justice prend cela au sérieux. Et vous verrez qu'il s'est plaint aussi que même ses avocats, l'un d'eux a été retenu au Demiap. Ah bon? Donc, oui. Un avocat qui est arrêté? Comment? Oui, parce qu'il paraît-il qu'on soupçonnait que l'avocat voulait obtenir des faux papiers pour couvrir ses armes. Parce qu'il avait dit que le ministre Miège lui avait donné une autorisation de port d'armes. De port d'armes? Une arme ou des armes? Bon, de port d'armes. Bon, ça peut être une arme pour se garder ou quoi. Ben, est-ce qu'on a trouvé une... Vous avez dit qu'on a vu ça, on a monté la télévision. C'était une arme ou des armes? Non, non. C'est qu'on a trouvé chez lui, dans le coffre-fort. Chez lui à la maison. Il y avait une arme de guerre. Une arme de guerre. Avec une vingtaine ou quarantaine de munitions. Mais ce qu'on a trouvé dans son domaine à Roubaïa ou quelque part, c'était vraiment une cache d'armes. Ouais. Oh, ok. Ouais. Voilà, c'était une cache d'armes. C'est un indice sérieux, ça. Oui. Quant au service de sécurité, le service de sécurité a sa manière d'investiguer. Mwangachuchu, un des députés déjà du Nord Kivu, s'était plaint au Parlement. Avait déjà fait cette accusation au Parlement. Et Mwangachuchu a demandé au Parlement de faire une enquête parlementaire. Ouais. Voilà. Maintenant, le service de sécurité peut être informé, mais essayez de trouver la personne la main dans le sac. Parce que ces gens aussi, quand ils font ces choses, ils se protègent. Tout à fait. Oui, ils ne sont pas faciles à prendre. Hein? Mais le problème, c'est que... Pour voir qu'il est au Parlement, oui. Donc, il s'est protégé aussi. Il s'est couvert d'une immunité. Et vous verrez qu'il a mis en exergue son immunité pour chercher une liberté provisoire. Mais la justice militaire a dit non. Parce que c'est en flagrance. Mais encore une fois, on essaie de lier son action avec la guerre de l'Est, avec le Rwanda et autres. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce qu'il y a un certain lien entre cet homme et le Rwanda, par exemple? Le lien peut toujours exister. Ouais. Pourquoi? Parce que il n'y a pas longtemps que l'FBI et le service de sécurité congolais avaient dénoncé qu'il y avait certains... Non, là, vous voulez dire ANER? Le service de sécurité congolais et l'FBI. Je parle de service sécurité FBI ou américain. Américain, oui. Le FBI américain. Le service américain. Allez-y, oui. Ils avaient donc alerté le service congolais il y avait des Banyamulenge
qui achetait des armes et qui faisait de collecte de fonds, de collecte de fonds pour armer et financer les groupes armés au sud Kivu, au nord Kivu. Voilà. Au Kivu, on peut dire au Kivu en général. Ouais. On parlait de Rouberois, d'autres. Bizimakara. Non, pas Bizima, non. Je parlais d'autres députés là. Nyarugabo. Voilà, il y avait. Donc tu vois. Ça, c'est le FBI. Oui. Ah, quand le FBI donne l'information, alors ça doit être crédible. Ils ont typé, donc ils ont trouvé cela. C'est une enquête qui était en train de mener enquête entre les deux services de sécurité. Okay. Alors je crois que c'est cette enquête qui peut amener à mettre la main sur Mwanga Tchouchou aussi. Voilà. Allez-y. Voilà. C'est là où au moins Pasteur John m'a précédé. C'est là où je voulais amener, parce que dans mon analyse, je voulais savoir pourquoi maintenant. Ce dossier, bon. Peut-être Pasteur John voit ce qui était dans les secrets. Ce n'est pas directement les FBI. Nous savons très bien qu'il y a eu à un moment les services des FBI, échange d'informations, militaires qui avaient visité quelques jours là et puis sont partis. Mais au moins, ça c'était l'investigation d'une des chaînes françaises aux États-Unis qu'ils ont repéré que les groupes terroristes que nous appelons les groupes armés qui combattent à l'est, donc au Kivu, venant du Rwanda, sont soutenus par certains dignitaires d'origine rwandaise, congolais, dont on a cité Rouberois et Nyarugabo, qu'ils ont nié cela. C'est-à-dire, c'est là où nous nous disons, pourquoi maintenant, peut-être les services américains voyaient déjà les dangers et ils ont maintenant alerté donner une alerte maximale maintenant. Allez, c'est l'autre qui est maître de ça, parce que il semblerait que Mwanga Tchouchou, c'est lui le cerveau, le cerveau moteur. C'est celui, les concessionnaires de tous les carrés miniers de coltan à l'est. Donc c'est celui qui a... Ils sont deux. Oui. Il y a un Hutu et un Tutsi. Donc ils sont deux. Et le Hutu aussi a eu des problèmes avec... Il a été le président de l'Assemblée régionale du Nord Kivu. Il a été aussi interpellé. Oui. Bon, ils ont toujours une politique au Rwanda d'utiliser certains donc garçons de course Hutu, mais selon les informations, c'est Mwanga Tchouchou qui est le maître. S'il peut avoir aussi des ramifications comme des gens à qui les envoient, mais c'est celui le maître. Donc, et c'est-à-dire que les États-Unis ou les services de renseignement, je crois que la France au niveau des médias sont en train, ce sont eux qui ont alerté que ce type est dangereux. Ok. Donc vous voulez dire que ce réseau interne là de ces mafieux criminels pratiquement a commencé avec le président Fachi, à l'avènement du président Fachi au pouvoir, ou bien ça devrait être quelque chose qui aurait été assis sous Kanambe, le président. Non, c'est un système qui était installé avant que le président Fachi arrive au pouvoir. Et je compte l'arrêter. Il faut aussi lier cela à ces 3 mercenaires qu'on les avait arrêtés à Kinshasa, qui se sont dit qu'ils sont des organisations charitables, alors qu'on a trouvé ce sont des militaires rwandais, mais au service des espions rwandais. Des espions. Donc tout cela a des connotations. Et il faut dire aussi, parce que à ceux-là qui nous suivent, l'honorable Mwanga Tchouchou est d'origine rwandaise. Nous ne nions pas qu'il est congolais, mais il a des origines rwandaises. Non, il est Munyamulenge. Il est Munyamulenge. Ah, il est même Munyamulenge. Il est Munyamulenge. Ah, donc, mais c'est un rwandophone. Pas un simple Munyamulenge, parce qu'il fut le président du CNDP. Président, vous dites? Oui. Comment il s'est retrouvé? Bon, oui, le CNDP a signé l'accord. C'est l'accord du 23 mars. C'est pas l'accord du 23 mars qu'il est. C'est le CNDP qui est devenu M23. Oh. Voilà. Le CNDP qui est devenu le M23. Les M23 réclament
les accords du 23 mars. C'est comme ça qu'on les appelle M23. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Yeah. Alors, c'est une dérivée. Oui. Alors, il peut avoir quitté, mais pas quitté. Donc ça signifie Voilà. Elle n'a que jamais quitté. ça, c'est la manifestation de l'infiltration, Ouais. alors en profondeur, Ouais. c'est-à-dire tous ces gens qui ont profité de ce mouvement d'insertion et autres, maintenant on commence à les voir à l'œil nu, mais est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a eu quand même défaillance de nos services de renseignement? Donc, disons que tout a été verrouillé du temps des Joseph Comment un pays Kabila. peut être infiltré? On accepte, et quand on accepte déjà officiellement, oh non, vous devenez ceci, vous devenez ceci, oh, tout ça, bon, à cause d'une conclusion ou de négociations politiques, on le voit, on le connaît comme Roubero, on l'a vu comme ministre de la décentralisation. Fais ton travail de ministre. Mais dès lors qu'il commence à faire autre chose, le service de renseignement devrait déjà mettre la main dessus. C'est pourquoi je parle, est-ce que, comme Nyaruga Boela, il est député, qu'il travaille comme député. Mais dès lors qu'il entre dans une autre connexion, nos services de renseignement, s'ils sont sérieux, ils doivent mettre la main dessus. C'est pourquoi là, je soupçonne une défaillance, je dirais, de nos services de renseignement. Ça allait un peu vite en besoin. Parce que c'est les services de renseignement qui protègent le pays. Je veux un peu, ça allait un peu vite en besoin. Allez-y. Tous ces gens qui sont venus de la réinsertion, comment on appelle ça? On appelait ça Brassage. Brassage, disons là. Regardez quel poste ont-ils occupé au sein de l'armée, au sein de toutes les institutions, pour comprendre qu'est-ce que c'est, pourquoi cette infiltration. Ils ont été soit chargés de renseignement, soit chargés de la logistique. Or, ce sont les deux armes qui font d'une armée une armée profonde. Une armée forte. Voilà. Le renseignement. Donc une armée ne peut jamais faire la guerre sans renseignement militaire. Oui. Une armée ne peut pas faire la guerre sans logistique. Oui. Oh. Ouais. C'est ce qui a affaibli notre armée. Ouais. Donc c'est là où on les a plus placés. Oui, regardez tous ceux qui désertent, qui rejoignent M23. M23 aujourd'hui. Enquêtez, vous saurez que ils ont été soit chargés de renseignement, soit chargés de la logistique. C'est-à-dire que quand ils partent avec des armes. Oui, okay. Mais pasteur, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas eu de différence des services de renseignement. Ici, on ne parle pas d'individus ou de régime. Non. C'est-à-dire que déjà, depuis le temps de Joseph Kabila, il y a eu différence, c'est-à-dire ou complicité même de cette défaillance. Moi, je n'appellerais pas ça défaillance, c'était une complicité. Oui, mais c'est ce qui a fait que notre renseignement, parce qu'il s'agit de renseignement de la République démocratique du Congo, a failli à sa mission. Bien qu'il y ait eu complicité, c'est-à-dire que nos parlements précédents devraient quand même dire qui est qui au niveau de ces services-là. Parce qu'on nommait ces gens-là, comme Pasteur John a dit, et ces gens-là étaient responsables de ça. Et ils sont au service de l'ennemi, c'est-à-dire au service de l'étranger. Mais ils ne peuvent que faire ce qu'ils ont fait. Voilà. Donc ils ont ils sont venus pour cet objectif-là. Oui. Ils ne pouvaient faire que ce qu'ils ont pour trahir le Congo. Et cela nous fait citer pour dire que le régime actuel ne pouvait pas laisser... C'était ça mon point aussi. Oui, ne pouvait pas laisser... Comment on peut expliquer depuis l'avènement du président Tshisekedi, lui, en tant que politicien, il est censé savoir que tout ce que son prédécesseur a fait, c'était justement de favoriser les éléments rondophones, de nous pénétrer en profondeur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a la responsabilité de vie des Congolais. Imaginez-vous ces gens, ils se réveillent un matin, ils lancent leur opération, c'est des Congolais qui vont mourir comme des mouches. Alors la préoccupation en tant que garant de la nation, il devait se dire, oh non, moi je dois mettre de la toilette au service de renseignement. Il a nommé, Kalev était là. Il a relevé Kalev de ses fonctions. Pourquoi il n'a pas fait le toilettage complet des services de renseignement? Comme il a fait aussi le ménage au sein de l'armée. On a vu ce qui a causé pour moi avec le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, quand il ne l'a pas laissé consigner les ordonnances. Donc, c'est pourquoi nous disons que, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est une défaillance au sommet de l'État pour garantir la vie des Congolais, parce que quelque chose pouvait arriver à tout moment et puis les Congolais pouvaient mourir comme des mouches? Bon, en fait, moi je ne dirais pas que c'est la défaillance. C'est parce que... c'est quoi alors? Je vais expliquer. Allez-y. Si vous tombez sur un pays
un village qui a été miné par l'adversaire avant que vous le preniez, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut déminer. Il faut d'abord déminer. Et être prudent aussi quand on démine. Parce qu'on risque de se ici, déminer, c'est quoi? Déminer, c'est sortir ces gens. C'est sortir ces gens. Allons-y. C'est ça, déminer. Soyons calmes. Oui, oui. Ces gens ont une arme qu'ils présentent aux gens. Que les Congolais ne reconnaissent pas notre nationalité. Ok? Le président Tshisekedi a dit à Londres ici que les Banyamulenge étaient nos frères. Les gens ont hurlé sur lui. Bien sûr. Oui, bon. S'il était venu dire... À la limite, il avait raison. Je ne sais pas si M. Kitoko a un autre point de vue. À la limite, les Banyamulenge, si on remonte l'histoire, à partir de Mobutu et autres, non, la moindre des choses, c'est de leur reconnaître la nationalité congolaise. Oui. On n'est pas le seul des natifs seulement. Regarde. Des étrangers peuvent avoir notre nationalité aussi. Ils sont congolais. Voilà. Ils sont congolais. Oui. Il a dit ça. Oui. Les mais gens... ils doivent obéir aux lois de la République. Voilà. Ouais. Il l'a dit. Ah. Il a dit maintenant, regardez un peu vous-même les Banyamulenge. Parce que c'est c'était ça sa pensée. Quand j'étais là. J'étais dans la salle. J'étais dans la salle. Oui. Il leur dit, parce que les gens ont hurlé. Ouais. Ils n'ont pas voulu écouter le président. Il a dit, calmez-vous. Vous êtes ici en Europe, vous êtes devenus british. Et au fil des années, on dit à vos enfants, quittez, vous n'êtes pas de ce pays. Ça n'ira pas. Illégal. Mais j'ai aussi dit aux Banyamulenge, ne venez pas me dire que ces gens-ci sont contre nous. Montrez-nous aussi que vous appartenez à la nation. Oui, ça c'est de beaux discours. Écoutez-moi, laisse-moi terminer d'abord. Il dit, les Kassaïens ont été chassés du Katanga. Ils n'ont jamais pris des armes contre les Katangais. Ouais. Ou bien les Congolais pour réclamer. Bon, et puis les deux. Imaginez, c'est au moment où Makanika avait déserté. Dit maintenant, votre colonel, il quitte l'armée régulière pour aller dans une armée rebelle. Et vous l'accueillez là-bas. C'est un signal déjà. Oui, maintenant, ce n'est pas tout le monde. On peut pas généraliser, ça c'est vrai. Mais au moins, ça peut aider la République à ouvrir l'œil et le bon. La République a ouvert l'œil. C'est pour cela qu'on a changé de service de sécurité. C'était un service qui était déjà infiltré. Il a toujours été infiltré, non? Jusqu'au sommet. Tout à fait. Maintenant, il fallait y aller petit à petit. Et le président de la République ne le savait pas? Il le sait. Mais pourquoi il n'a pas utilisé les outils à sa possession? Mais il les utilise. Qu'est-ce que vous voulez? Non, mais parce que c'est maintenant qu'on est en train de dire que non, c'est le FBI qui a aidé notre ANER à voir clair sur le dossier Mongachouchou et autres. Si l'ANER était... Pourquoi on doit attendre ANER et plutôt le FBI pendant que nous avons un service de renseignement qui est rattaché directement au président de la République? Les services de renseignement au monde ont toujours coopéré. D'accord qu'ils donnent l'information. Ils donnent toujours l'information. Ça, c'est comme ça que les services de sécurité... D'ailleurs, Dieu merci. Avant que Mouzé meure, il savait qu'il allait mourir. Et il a dit à son ministre de l'information, il lui a dit, je veux mourir, mais je ne veux pas mourir avec toi. Je ne veux pas te mettre dans l'avion, aller mourir avec toi. Je voudrais mourir seul. Il savait qu'il allait mourir parce que les services de sécurité lui avaient déjà informé qu'il allait mourir. Donc, combattre une infiltration armée, le président pouvait y aller, ngoulou, comme on dit en français, et il laissait sa peau. C'est pas parce qu'il a la signature. Là c'est facile à dire. Ouais. Non, il est là, que c'est à tout moment, c'est quitte ou double. Où il laisse sa peau, où il protège tous les Congolais. Le problème, c'est qu'il ne faut pas trop quitter le président de la République comme ça. Voilà. Il est le garant de la nation. Ouais. Pour le bien de tous les Congolais, il peut même laisser sa peau. Ouais. Là, je ne partage pas trop cette opinion. Okay. Il est là pour protéger les Congolais. Ouais. Même au détriment, c'est pourquoi Mouzé est mort. Ouais. Mouzé pouvait sacrifier le Congo, il dit non, Rwanda, pardon, vivons ensemble et tout. Mais il a dit, j'accepte de mourir, mais je ne vous accepterai plus jamais ici. Ne jamais trahi. Et ne jamais trahi. Il a le de trahir. Donc c'est là où nous disons que non, est-ce que le président Tshisekedi n'est pas dans une mauvaise posture là, bon, dans cette position? Peut-être que vous avez votre opinion. Monsieur Gabi Kitoko, non, vous pouvez revenir, mais ça c'est déjà breaking news que je suis en train de chercher à voir clair un peu. Oui. Disons-le, moi, ce que je vais dire dans ce que Pasteur John a dit, il faut d'abord accepter qu'il y a une faille. Peu importe qu'il y ait des enjeux incontrôlables au niveau du sommet de l'État. Oui, les chefs de l'État, nous savons que
Et d'ailleurs, il venait à peine d'entrer, il ne pouvait pas tout bousculer, mais au moins, on devrait quand même mettre des mises en garde. Si cela pouvait arriver bien avant. Aujourd'hui, on ne parlait même plus de ce président. Peut-être qu'il allait l'abattre, le gouvernement allait tomber, tout ça. C'est-à-dire, il faut accepter qu'il y a certains failles, il faudrait qu'on revoie cela. Vous parlez de Kalev. Le président de la République n'a jamais mis Kalev. C'est Kalev qui avait fui. Ah. Et Kalev est revenu, il est là. Il n'a pas été démis par une ordonnance. Non, il a été démis. Il avait quitté. Non. Je crois que Kalev a été démis. Kalev a été démis. S'il vous plaît. Ah oui, avant Kalev a été démis. Et puis c'est même après, quand maintenant on a dit qu'on allait commencer à investiguer ce qu'il a fait là-bas, que c'est vraiment qu'il a senti que non, avec Numbi et autres, oh, moi aussi je fuis. Quand Numbi a fui, et lui aussi a vu que non, moi si je reste ici, je laisse le faire la prison. Non, vous avez raison. Mais il a été démis par ordonnance présidentielle. Kalev a été démis et il n'a pas fui parce qu'on voulait investiguer sur ce qu'il a fait. Ce sont des gens qui sont allés l'accuser. Il y avait Jeko Mulumba, Muyambo et Christopher Ngoyi. Oui. Ce sont qui ont porté plainte contre lui et le parquet voulait commencer le procès. Alors c'est alors qu'il a disparu. Vous avez raison. Voilà. Vous avez raison. Vous avez raison sur ce point-là. Mais ce que je dis ici, le problème c'est quoi? Parce que nous avons les références quand le musée était venu avec l'AFDEL, ces gens-là ont pillé toutes nos informations de service de renseignement. C'est-à-dire l'ANDE, à l'époque qui est ANER, a été dépouillé de toutes les informations. Et s'il y a des complices même congolais qui travaillent avec certains Rwandais, c'est parce que leurs noms sont cités dans des cas de crimes que le Rwanda fait le chantage, où tu travailles avec nous, on t'expose. Et maintenant, on doit ne fût-ce qu'introduire une réforme. C'est là où il fallait quand même accepter que non, peut-être aussi le président a pris du temps, parce que nous sommes maintenant 4e année de la mandature du président de la République. Cette vérification au début de l'enseignement, lui le savait au day-one, au premier jour de son accession au pouvoir. On pouvait attendre une année, mais pas 2 ans, 3 ans. Il devait faire la toilette déjà. Oui, on devait ne fût-ce qu'introduire certaines réformes. Ce n'est pas pour dire, même un Congolais, nous ne disons pas ici seulement des Congolais d'origine rwandaise. Même un Congolais de source que nous avons, même les gens tels que les Kalev et consorts, ce sont les gens à qui on devrait, les Numbi et consorts, on devrait quand même investiguer et savoir les transmettre en justice, afin que ces gens-là, on les mette hors d'état de nuire. Et évoluer avec ça, cela nous crée des problèmes comme le Mongachouchou, qui devrait peut-être incendier tout Kinshasa. Voilà. Donc moi je crois que ça n'a été qu'un breaking news. Pour le moment, nous allons approfondir ce sujet. Ça mérite bien toute une émission pour qu'on puisse parler de la problématique de sécurité dans le pays. C'est comme si il faut prendre ce que Pasteur John a dit, qu'il faut prendre un peu du temps, il faut être un peu prudent avec nos frères Banyamulenge, parce que comme ils se plaignent trop, ça signifie que si on commençait à entrer dans ce service et puis faire un remue-ménage là-bas, ça peut provoquer la colère auprès des Banyamulenge. On ne peut pas gérer un pays où on craint une catégorie de gens. Pourquoi on ne craint pas les gens de la Chopo? Pourquoi on ne craint pas les gens de Maniema? Déjà, le Maniema est presque absent dans le gouvernement. Pourquoi on n'a pas eu peur que le Maniema est en train de manquer dans ce gouvernement? Mais on devait être sûr que au moins 1 ou 2 ou 3 Banyamulenge sont là. C'est nous-mêmes qui leur donnons. Ce sont des citoyens congolais. On doit les régir comme des Congolais. Au lieu de leur donner une importance particulière. C'est là où nous-mêmes nous créons maintenant un problème. Nous leur donnons plus d'avantages qu'ils ne devraient avoir. Ils ne sont même pas éligibles avec leur petit territoire là. Ils se battent pour se faire éliger comme Mongachouchou. Donc je crois que... Surtout il s'agit de la sécurité nationale. Il s'agit de la sécurité nationale. Tout Congolais qu'on soupçonne qui peut être responsable de la sécurité nationale, on doit mettre la main. Passer devant un juge. C'est pas question d'être minoritaire, comme vous l'avez dit. Nous n'avons pas de minorité parce que nous sommes 450 ethnies, donc nous devons tous être considérés comme une minorité. Oui, mais maintenant, donc maintenant les gens du Maniema, moi je suis du Kasaï, d'une petite tribu. Au Kasaï, je ne me déclare pas minoritaire.
Mais eux, c'est un chantage. C'est une arme qu'ils utilisent. Et nous devons refuser cela. Non, écoutez. Ils n'utilisent pas cette arme chez nous seulement. Mais ils font de lobby à l'extérieur. Oui. Mais c'est ce que nous disons. Comme le président a dit, nous devons les protéger. C'est le droit de l'État congolais. Mais il ne faut pas maintenant les mettre les privilégiés. Ils tirent, ils font n'importe quoi. On dit non, pas s'ils sont minoritaires, on ne peut pas toucher. C'est-à-dire on doit bien tabler, comme le président l'avait dit à Londres, comme l'avait dit. Il a dit que mais, les jours que j'apprendrai que vous avez pris les armes, donc vous donnerez raison à ceux-là qui vous disent que réellement vous n'êtes pas des Congolais. Parce que vous ne pouvez pas prendre les armes pour tuer vos frères et vous revendiquer que vous êtes des Congolais. Et c'est que le Mongachouch aujourd'hui, on a d'avoir des évidences. C'est donc une preuve qu'ils sont là, pas comme des citoyens congolais, ils sont au service du Rwanda. Donc c'est pourquoi je dis ça mérite toute une émission. Nous allons scruter en profondeur. Parce que maintenant que Mongachouchou est maîtrisé, le cobalt ne traverse plus. Donc c'était le second moteur. Mais le Rwandais n'est plus premier producteur de cobalt. De l'or. De cobalt et l'or. Coltan. Le coltan ne traverse. C'était lui le second moteur. Oui, c'est celui. Donc ça mérite toute une émission. Vous savez, chez nous, comme l'avait dit, peut-être dans une émission, il faut évoluer. Quand on a eu des menaces claires en public de Nyarugabo qui a dit que non, il menaçait l'actuel ministre de l'enseignement supérieur, il dit que non, ce que tu as causé là, c'est les faits. Et cet fait va embraser. Mais moi, je crois qu'on devrait, mon service de renseignement devrait ne plus qu'interpeller, même s'il est député. Mais tu as menacé qui ici? C'est moins de ans que tu as menacé la République. La République. Tout à fait. Ce sont ces faits-là, qu'il s'agisse des Congolais, du Maniema, de chez moi, qu'il s'agisse du Katanga, quand ils menacent comme ça, mais pourquoi on a arrêté l'ancien président de la CENI, Pasteur Ngoï Mulunda? C'est un menaçant de sécession. Des menaces de sécession et il se retrouve en prison. C'est parce qu'il est Nyarunga. On n'a pas arrêté. Oh, il a été arrêté. Non, j'ai dit on n'a pas arrêté le malheureux candidat président ici du Maniema. Qui le candidat président. L'ex-premier ministre. Non. Coup sur coup. On ne l'a pas arrêté. Il a dit si vous enlevez Yuma, nous allons brûler ce pays. On ne l'a pas aussi arrêté. Mais qui ne l'a pas arrêté justement? Nous disons que quelqu'un qui fait des menaces à la République doit être arrêté. C'est là où nous disons qu'il y a un problème avec le leadership du pays aujourd'hui. C'est une bonne transition pour que nous entrions dans le vif, le sujet de notre émission. Quand nous faisons le constat pour dire que tous les paramètres sont au rouge, ça signifie qu'il y a un problème du leadership. Le leadership congolais n'est pas en train de faire le travail pour lequel il est là. Et quand nous parlons du leadership, là c'est le président Félix Tshisekedi Tshilombo qui apparemment les Congolais se demandent, parce que nous sommes en contact avec les Congolais moyens, se demandent mais qu'est-ce que cet homme est venu faire au pouvoir? C'est pour nous enfoncer dans la misère ou bien nous faire vivre les promesses de l'UDPS. Et commençons d'abord par la situation économique du pays, où on dit que tous les paramètres macro comme microéconomiques sont au rouge. Le franc congolais est en train de dégringoler chaque jour. Si on compare ce que le gouvernement Matata, c'était Matata qui était le dernier premier ministre de... Non. En tout cas, le dernier gouvernement du régime Kanambe aurait laissé le Congolais dans une... avec une économie... Non, pas Matata. Avec une économie plus forte. Avec une économie, justement... Bon, disons, le dernier premier ministre de Matata a laissé, plutôt de Kanambe, a laissé l'économie plus forte, notre économie plus forte qu'aujourd'hui. Alors que c'est aujourd'hui que les Congolais devraient savourer maintenant le bonheur d'avoir un homme de l'UDPS au pouvoir. Je voulais vous donner la parole, c'est pas M. Gabi Kitoko. Essayez un peu de donner votre état des lieux de l'économie avec tout ce que nous observons. Le franc congolais, c'est la monnaie, c'est le signe, c'est l'indice principal de l'économie. Quand la monnaie ne va pas bien, tout est par terre. Et qu'est-ce qu'on peut dire?
les prix sur le marché. J'ai fait une émission ici, vous êtes des fidèles de e-Canal Télé, vous suivez ces émissions. Tous les prix ont galopé d'autant vraiment un grand gap entre les anciens prix et maintenant. Donc, j'aimerais que vous puissiez un peu aussi donner votre constat de la situation économique par rapport, comme nous avons dit que pour nous, les paramètres sont au rouge. Qu'est-ce que vous dites de la situation économique du pays? Oui, tous les paramètres sont au rouge, ça je suis d'accord avec e-Canal Télé. Je sais très bien, en commençant, nous devons dire tout d'abord que la crise est mondiale. Nous savons depuis... Avec la crise de l'Ukraine. Avant même la crise de l'Ukraine, nous avons eu le problème de Covid. Qui a paralysé toutes les économies du monde. Tout à fait. Et s'ajoute aussi la crise de l'Ukraine. Mais il faut aussi faire du parallélisme. Pendant qu'il y a cette crise, nous avons des pays comme le Sénégal qui vivent peut-être beaucoup plus d'arachides et consorts, mais qui s'en sortent mieux. Et c'est là où nous disons que notre gouvernement n'a pas bien planifier les choses. Parce que nous ne sommes pas seulement un pays qui dépend, par exemple, de l'agriculture. Tous les domaines, nous sommes bien positionnés par rapport à tous les pays du monde. C'est-à-dire, si le plan... Nous sommes bien positionnés, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Non, j'ai dit en termes stratégiques. C'est-à-dire, nous, on ne dépend pas seulement de l'agriculture. C'est-à-dire, au niveau de l'agriculture, nous retrouvons. Au niveau des minéraux, nous nous retrouvons. Non, pas notre économie. Potentiellement. Potentiellement, oui. Potentiellement. Oh, parce que je me dis, mais si le fruit de l'agriculture ou des mines pouvait profiter de la République, on ne parlerait pas de paramètres rouges aujourd'hui. Non. Allez-y. Donc, ce sont des richesses potentielles. Donc. Oui, c'est ce que j'ai dit. Par exemple, le Sénégal, qui ne dépend que, par exemple, de l'agriculture d'arachide, s'est bien comporté pendant cette crise. Et alors que le Congo, qui pouvait, par exemple, bien planifier, peut-être en privilégiant l'agriculture pendant cette crise, qui pouvait nous donner assez à manger pour les Congolais, sans toutefois même mettre la main sur nos minéraux qui font le boom malgré la crise. Nous sommes sollicités sur le plan écologique, sur le plan des changements de climat. Nous sommes toujours sollicités. Alors, ce que nous disons, qu'il y a eu quand même faille au niveau du sommet de l'État qui n'ont pas bien planifié les choses. Parce que pendant qu'il y a eu cette crise de l'Ukraine, les gens vont nous dire que non, les prix ont galopé partout parce qu'il n'y avait pas... L'énergie était un problème au monde. Alors que nous, c'est là où tout le monde courait pour dire que non, nous dépendons de vous, nous avons notre réserve. Qu'est-ce qu'on a planifié? Comment on a fait pour que les Congolais retrouvent de l'emploi? Pour que les Congolais retrouvent quand même les manger. Parce qu'il faut parler ici, ne fût-ce que de manger. Il y a un problème de délestage. Nous avons une réserve énergétique potentiellement élevée avec barrage d'Inga. Mais tout cela, partout, ça ne marche pas. Donc, je soutiens, la réponse est au niveau de planification. Il n'y a pas eu bonne planification du régime de Fathi depuis qu'il est là, en fait de nous faire sortir de là où Joseph Kabila nous a laissés. Et comme vous l'avez dit, on avait remarqué du temps de Joseph Kabila, dans le gouvernement de Matata, qui a eu boom et qui a réservé. Parce qu'il y a eu des avions achetés par Matata, il y a eu même un immeuble construit à Kinshasa, il y a des domaines que les gens ont remarqué. Mais depuis que on est allé en une forme de transition avec le Tchibala et les autres... Ces apprentis sorciers là. Oui, maintenant tout le monde commençait maintenant à se bomber. À puiser sur la réserve. La réserve, et tout commençait à aller. Maintenant, l'arrivée de l'actuel régime, nous trouvons que nous nous affonçons. Bien qu'il y a des efforts de, comment on appelle la régie financière, avec Alingeti. Oui. L'inspection des finances. L'inspection des finances. On a entendu des détournements de fonds qu'on nous disait, mais on a arrêté même les gens, mais on n'a jamais vu l'argent détourné. détourné. Alors, nous sommes où?
Et les gens crient. Je ne pense pas qu'il y a personne qui peut venir nous démontrer et dire que non, le social quand même ça va, les gens quand même se retrouvent. Même au niveau de la fête où le gouvernement a promis d'acheter les piodis de 20 millions, les Quinois ont crié, ils ne trouvaient pas ces piodis sur le marché. Ah, pendant la fin d'année, une fin d'année où on a promis, même les familles piodinés ne sont pas tombées sur la table des Congolais. Oui. Voilà. Alors que le même gouvernement parlait de surplus. On a à un moment donné parlé de surplus. C'était de prestige ou quoi? Que le gouvernement avait fait des surplus. Oui. C'est le gouvernement de Tshisekedi. Oui. Avait fait des surplus. Mais c'est pendant des moments difficiles comme ça qu'on puise dans la réserve. Où sont partis où est partie toute cette réserve? Oui, mais exactement, vous parlez de cette réserve-là. C'est là où mon distingué Dr Tchani l'avait dit. Il dit, mais parce qu'il venait de celui au Kassai, il dit, mais prenez seulement 1 milliard, si c'est 800 millions, donnez au Kassai et on reconstruit toutes les routes. Pourquoi? Vous avez ces réserves-là, ça fait quoi? C'est pour ça que nous devons puiser, parce que nous sommes maintenant ici en danger. C'est les politiques qui sont en train de crier. Ils disent, mais vous dites que vous avez fait des réserves, mais donnez-nous ça parce qu'il y a des problèmes sérieux. Ce n'est jamais arrivé. Non. Pasteur John Baptiste, merci. Vous avez suivi le diagnostic de M. Gabi Kitoko. Mais, quel est le vôtre? Comment vous observez la situation économique du pays, comment la gouvernance elle-même, comment les choses vont au pays? Je vais avoir votre avis aussi. Oui, moi je ne suis pas de l'avis vraiment de Papa Kitoko. J'ai un avis un peu opposé à celui de Papa Kitoko. Allez-y. Pourquoi? Parce que d'abord, d'emblée, comme il a dit lui-même, la crise est mondiale. Le Congolais ne peut pas se comparer à d'autres pays au monde. Moi, j'ai été, avant-hier je crois, j'ai été à Costco pour acheter le papier de toilette, le papier hygiénique, qui me coûtait 13 livres. Aujourd'hui, il est à 18 livres. Aujourd'hui, il est à 18 livres. Donc, nous sommes, je travaille. Il a dit que la crise est mondiale, ça on connaît. J'y vais. Allez-y. Je suis à je travaille. Nous sommes en grève pendant plus d'1 année. Ce n'est pas résolu. Et les prix sont toujours galopants. La masse salariale change. Et même la monnaie est en train de déprécier. Nous sommes à 15% de dépréciation de la monnaie britannique. Donc, c'est-à-dire... allez-y. Oui. Tout ça, ça peut être discutable. Allez-y, parce que ce n'est pas discutable. Le premier Sunak a fait beaucoup d'efforts et tout ça, et puis on dit qu'il est sur la bonne direction. Et notre pound ici, la monnaie britannique, n'a pas très dégringolé. Non, mais nous sommes... On est remonté par rapport au dollar et à l'euro. Les médecins... Oui. Les grèves sont là. Ils ont négocié comment? Non, pourquoi il y a des grèves? Je vais éclaircir parce qu'il faudrait qu'on entre dans la situation du Congo. Le Premier ministre britannique a dit que la situation économique s'est aggravée avec l'inflation. Vous savez, pendant la Covid, le gouvernement a injecté une masse monétaire très folle en circulation. Et c'est ça qui a causé l'inflation que nous avons aujourd'hui. Il dit donc, c'est pas que l'argent manque au trésor public ici. Il y a beaucoup d'argent. Il dit seulement, le moment n'est pas donné pour que le gouvernement puisse négocier de nouveaux salaires. Parce que s'il négocie de nouveaux salaires, ça veut dire qu'il va encore ajouter une masse monétaire de plus maintenant, alors que l'inflation, c'est l'inflation qui a fait que quand Liz Truss était Premier ministre, c'est ça qui a fait tomber Liz Truss. Parce que quand il y a l'inflation, c'est le prix qui monte. La conséquence de l'inflation, c'est le prix. Alors il dit non, je ne peux pas me permettre de vous augmenter les salaires. Alors si je peux augmenter, c'est à peine 1% de... Alors tous ces grévistes-là, ils refusent. Ils aiment qu'on puisse adapter le coût de la vie actuelle avec l'inflation. Et le Premier ministre dit non, on ne peut pas ajouter une masse monétaire maintenant. Alors qu'au Congo, c'est autre chose. Allez-y maintenant. Vous ne m'avez pas vraiment contredit. Voilà. Vous ne m'avez pas vraiment contredit. Nous avons l'inflation ici aussi. Il y a de l'inflation partout. Tout à fait. Ça, c'était d'abord parce que vous avez dit c'est la monnaie qui représente le pays. Oui. Bon, au moins ici, c'est ce que je voulais dire. Au moins ici, ils ont une réserve
supérieur en milliards. Et ils ont de l'or en grande quantité comme support de leur monnaie à la banque centrale. Mais chez nous, quand on parle du président de Matata, il nous a laissé combien 800 millions, je pense, de réserves. 800 millions de réserves. Avec une population de plus de 100 millions de la population. 1 million, 2 milliards. Une population. Non, c'était 800 millions. Le budget était de 3 milliards. Mais la réserve d'échange était de 800 000 et 800 millions. Donc, c'était une réserve, c'était pour une semaine, on pouvait dépenser pendant une ou 2 semaines si on voulait s'approvisionner des biens, comme d'habitude. Bon, nous avons une économie qui dépend de l'extérieur, de tout importer. On ne produit rien, même pas des cacahuètes, chez nous au pays. Allez-y. C'est l'état dans lequel c'est l'état dans lequel le président a pris ce pays. Il a constaté lui-même, vous dire, Mboka Oyo et Koufi. Des gens, ils ont dit il est là pour réparer. Ils ne pouvaient pas dire ça, mais c'est ça l'état des lieux. Tout est prioritaire au Congo. Tout. Il n'y a rien. Je suis d'accord avec le conseil que vous faites, mais écoutez, ça fait 4 ans que le président Tshisekedi est au pouvoir. Il a eu le temps, par exemple, déjà la première année, de faire activer l'agriculture. Mzee Laurent Désiré Kabila, quand il est arrivé, c'était ça sa préoccupation. Il faut que je fasse manger les Congolais. Mais combien de fois, même en conseil des ministres ici, le président, même lui, on a suivi le président Tshisekedi, où il a dit il va renverser le sol. Qu'est-ce qu'il a dit là? La revanche du sol sur le sous-sol. Mais s'il avait réellement appliqué cela, que maintenant c'est l'agriculture, maintenant on commencera à bouffer le fruit de l'agriculture. C'était notre slogan comme Mobutu. Donc vous dites qu'on ne produit pas. Qui doit lancer ces productions? C'est le gouvernement de la République. On ne produit pas. D'ailleurs, c'est la différence du gouvernement donc. Non, ne dites pas ça. Mais qui donne les go pour produire? Aujourd'hui, au moins, il y a Kanyamaka CC qui produit du maïs. Il y a le maïs de Nkwadi au Kasaï. Il y a aussi le maïs de Katouambi au Kasaï central. Il y a le maïs qu'on cultive au Bas-Zaïr. Mais c'est minime. On ne peut pas satisfaire aux besoins de toute une population de 100 000 personnes. Et comment on ne peut pas arriver à faire des actions en fonction? Parce que c'est bien beau de dire non, nous avons lancé des actions d'agriculture, mais ces actions qui ne disent absolument rien, qui ne peuvent même pas nourrir une commune et un territoire. Non coordonné. Voilà. Alors que, au Maniema par exemple, est-ce qu'on a lancé des choses pour produire du riz seulement? C'est là où le riz, le vrai riz congolais devrait venir de là, et de Bumba par exemple. Oui, c'est ce qui a supporté. Pourquoi aujourd'hui le riz par exemple peut être un luxe? Nous avons fait l'émission avec mon correspondant à Kinshasa. Le prix de sac de riz a galopé. Où personne ne peut plus se permettre, un Congolais moyen, de s'acheter du riz. Alors qu'on devrait produire le riz localement, sur le plan national. Je veux répondre comme Albert Youma avait répondu à Alain Foka. Allez-y. Alain Foka avait posé la question à Albert Youma. Comment est-ce qu'un pays qui est presque un scandale géologique se trouve avec les gens qui vivent au moins $1. Albert Yom a dit c'est la conséquence des mauvaises décisions que nous avions prises. C'est la conséquence des mauvaises décisions que nous avons prises. Donc cette conséquence-là, écoute, allez-y. Nous sommes dans un débat. Ne me gênez pas que j'intervienne. Allez-y avec votre. Alain Foka a dit ça. Youma a dit ça. Youma a dit ça. Le président Félix, si nous voulons dire réellement, il n'a travaillé pendant 2 ans. Non. Cette chanson-là, on l'a beaucoup écoutée. Cette chanson-là, le président Tshisekedi a été au pouvoir au premier jour
après sa prestation de serment, Oui. il a été président de la République, il avait la décision sur la République. Il devrait faire tout ce qu'il pouvait. Mais c'est vrai aussi. Même le Premier ministre, il faut le dire, je vais faire moi la priorité sur l'agriculture. Le Premier ministre allait focaliser son attention. Parce que c'est lui qui guide le Premier ministre. Il dit, Premier ministre, je veux l'agriculture, priorité de priorité. Le Premier ministre allait dire, bon, je fais maintenant les moyens du gouvernement, l'Assemblée nationale a travers le budget. Il allait faire ça. C'est pas un problème de parce qu'il est Premier ministre de Kabila, qu'il ne ferait pas. Parce que c'est lui le chef de l'exécutif qui donne les directives à son Premier ministre. Mais il n'a pas fait. Vous dites comme c'est une vieille chanson, ça. C'est comme si vous n'avez pas vécu les événements du Congo. Non, avec ce gouvernement. Cette excuse-là ne passe pas. Non, comment ça ne peut pas passer? Cette excuse est pour basta. le président Tshisekedi devrait diriger le pays. Vous êtes des leaders d'EPS. Ouais. Si vous entendez les gens dire que le président Félix est juste un stagiaire, serez-vous content? Non, je ne dirais pas. Je dirais non. Non, parce que ce que vous êtes en train de dire là, que non, les 2 ans, c'est-à-dire qu'il était stagiaire. Non, il ne je fonctionnait n'ai pas dit ça. Non, ce qu'il faut dire, il dit que non. Comme vous avez commencé, c'est là où je voulais que vous terminiez votre idée, que les mauvaises décisions que nous avions prises, parce que le président, dès le premier jour, d'ailleurs, je me souviens de l'interview qu'il a eu avec Lusakono, pendant qu'il était en campagne, il a dit, qu'est-ce que tu fais le premier jour? Et c'est ce qu'il a quand même accompli. Il a dit que jusqu'à je vais entrer, je vais libérer tous les gens qui sont là. C'est que le président a eu le temps de se préparer. Que dès que je serai président, je vais libérer tous les prisonniers politiques. Les gens qui sont là en prison pour rien. Alors, ce qu'il y a ici, c'est d'admettre que jusque-là, les décisions que les gouvernants du régime actuel ont pris, c'était de mauvaises décisions, comme vous avez dit, de ce que Youm avait dit. Non, il ne faut pas prendre les choses à autre. De mauvaises décisions. Non. Ok. Youm a parlé des décisions qu'ils ont prises avec le gouvernement passé de Kabila, qui est la conséquence de toute cette crise dans laquelle nous sommes ici. Mais aussi aujourd'hui, on prend aussi de mauvaises décisions. Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver. Oui. Il n'y a aucun pays, aucun gouvernement n'est parfait. Oui. N'est parfait, pardon. Ok? Je ne refuse pas qu'il y ait aussi des mauvaises décisions que le président peut avoir prises. Mais parlons de la réalité d'abord du pays. Ne soyons pas focus sur le président de la République lui-même. Oui. Parce que si nous sommes focus sur voir seulement que le Fachi a échoué, nous ne saurons pas voir comment... Parce que avec quoi il devait faire, c'est ce que vous dites là. Il dit au Premier ministre, bon, je voudrais l'agriculture. Avec quels moyens? Oh, mais c'est la politique, mais l'argent... Il n'y avait pas d'argent. Les réserves qu'il a... Oui, il a chanté les réserves. Écoutez, le gouvernement a chanté les réserves. Quand est-ce qu'on a commencé à avoir des réserves? Quand est-ce qu'on a commencé à chanter des réserves? Mais même le temps qu'il a eu, ça fait 2 ans, comme vous l'avez dit. Oui. Où est-ce qu'on a injecté? Oui. Vous avez suivi le colonel Kabouik et le général Kabouik? De quoi? Il a dit, j'ai acquis maintenant du matériel. Depuis que le Congo est Congo, c'est maintenant que j'ai acquis du matériel agricole pour vraiment valoriser le champ. La production prochaine, elle sera la meilleure. Non. Voilà. Ces discours-là, nous avons entendu depuis le temps de ceci. Pasteur John, moi je crois que quand vous cherchez à défendre cet aspect des choses, pensez aux Congolais moyens qui ne mangent pas. Oui. Pensez aux familles dont le papa sort le matin et il revient bredouille. Yeah. Les enfants qui pleurent, papa, Nzala, Nzala. Pensez à ces gens-là. Ici, nous ne sommes pas en train de théoriser, je crois. Oui. On ne fait pas de théorie ici. Nous disons ceci, que le président Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, il devrait certainement faire l'état des lieux. Qu'est-ce qu'il a trouvé en banque? Qu'est-ce qu'il pouvait mobiliser? Et heureusement qu'il avait vite mobilisé déjà l'IGF pour lui faire du travail, pour lui mobiliser l'argent. Et les Congolais ont vu que l'argent commençait à entrer. Oui. Ils ont bouché beaucoup de trous. Et le problème, moi je crois, c'est quoi? C'est que le président de la République n'a pas eu de bonnes priorités. Imaginez-vous, vous n'avez rien, mais il va occasionner une dépense mensuelle pour s'occuper de l'éducation fondamentale, par exemple. Vous n'avez pas d'argent. Alors que vous avez de l'urgence devant vous, les Congolais doivent manger, vous devez activer l'électricité, ils doivent avoir de l'eau potable. Mais comment, dans ces conditions, le président avait privilégié l'enseignement?
qui était une dépense continue. Ce n'est pas seulement un mois, vous payez aujourd'hui, ça s'arrête là. Mais il va improviser des millions pour financer l'enseignement. Alors que non, il devrait garder cet argent que l'IGF ramenait pour dire, ok, maintenant qu'on a l'argent, bon, d'abord je mobilise l'agriculture, on dit, bon, faites un peu du riz là-bas au Maniema, faites ceci là-bas vers Kisangani. Il essaie de lancer un peu l'agriculture, et puis il regarde comment je vais renflouer les assiettes des Congolais. Ça serait ça sa préoccupation, parce que le Congo a été humilié à ce niveau que c'est le manger qui devient de l'or au Congo. Mais sa priorité est aller ailleurs, dépenser de l'argent. Même le projet de Kamel, là où Kamel a volé de l'argent, là. Tout cet argent, c'était combien encore l'enveloppe totale? Si je ne m'abuse. 60 millions, 70 ou quoi? Tout cet argent, c'était l'emergency justement quand il est arrivé au pouvoir. Non, ça c'est juste pour la construction des maisons militaires là. Des maisons militaires. Ah, c'était juste mais c'était plus que 100 jours là. C'est là il faut mettre même aussi les sons de moutons et consorts. Des centaines de millions de dollars. Tout a commencé, vous l'avez bien dit. C'est-à-dire quoi? Mauvaise priorité. On a mal pris des décisions quand on est entré. Le président, même s'il a trouvé, le passé a dit 800 millions, je crois qu'on parlait en termes de milliards. Non, pas de milliards. Parce que j'avais suivi l'ancien ministre des Finances, c'est comment il s'appelait? Oui, où Kamere demandait de l'argent que lui-même a affecté. C'est-à-dire, l'ironie du sort, Kamere, en sortant de prison, est passé injurier tout le Congolais en disant que c'est le meilleur projet que le Congo n'a jamais eu. Je n'aime pas cette chanson-là. Ça, c'est insulter la mémoire de tous les Congolais. Ouais. Ce projet de 100 jours, c'est là où le président Fassi dans le régime commençait déjà à sombrer. Parce que si il avait affecté, ne fût que pour dire que non, écoutez, même la pêche, il dit que non, je mets cet argent à la pêche là. Et que les gens produisent, et que les gens font. Parce que jusque-là, le gouvernement n'a pas encore investi sur en termes de créer d'emplois. Nous avons un problème ici. Vous avez parlé, passé John, je voulais quand même réagir par rapport à ce que vous avez parlé. Votre pouvoir d'achat est différent des Congolais. Même si vous trouvez que c'est à 18 ailleurs, alors que vous achetez à 13, au moins vous pouvez acheter. Bien que ça commence à serrer quand même ton budget. Mais aux Congolais qui n'ont rien, ils n'ont pas de travail. Nous avons plus de 60% qui sont chômeurs. 80%. 90 même. Est-ce qu'on ne peut pas commencer par l'investissement? C'est là où nous disons, si notre gouvernement avait minutieusement étudié, vous pouvez dire que non, je commence par investir en termes d'emploi. Je crée d'emploi. L'emploi, pas seulement les Kanyamaka, c'est là où nous avons seulement les Kuluna qui vont aller faire en termes de récompense. Et ils ont produit. Est-ce que le fruit de production, ça nourrit le Congolais, tout le Congolais? Il est difficile de nourrir parce que ce n'est pas vraiment... Ce n'est pas assez. Nous parlons entre intellectuels ici. Oui. La création d'emplois, l'État ne crée pas l'emploi. L'État crée les conditions pour que les investisseurs viennent et commencent à employer des gens. Non, l'État crée l'emploi. L'État peut créer les emplois. Dans les conditions du Congo aujourd'hui, où nous n'avons pas d'électricité, nous avons les basics, les fondamentaux qui ne sont pas mis en place, aucun étranger ne va venir. Non, même ici, l'État crée. J'ai dit que l'État crée. Mais c'est moi j'ai dit, déjà dans les conditions d'aujourd'hui au Congo, aucun étranger. Quels sont les jobs que l'État a créés ici? Non, nous sommes avec vous ici. Oui. Vous parlez de l'État qui crée des jobs. Je suis d'accord avec vous. J'ai dit c'est l'État qui... Mais les Lébas ont créé beaucoup d'emplois ici. Lesquels, par exemple? Mais les emplois publics déjà. NAS a été créé par qui? NAS. C'est combien de gens ont travaillé? Non, déjà, ok, NAS, oui. C'était l'État. C'était non seulement cet exemple. L'État crée l'emploi. Je rentre même au niveau de l'organisation, moi j'opère au niveau des organisations, des ONG. Oui. Mais c'est l'État, quand il met les fonds là-bas, que nous demandons les fonds, c'est-à-dire que... il crée l'emploi. Mais c'est ça créer l'emploi, pasteur. Écoutez, tu n'es pas... Non, il ne crée pas des sociétés, mais il crée l'emploi. Mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, l'État crée des conditions
Ok. Ça, c'est sa mission. C'est sa mission. C'est l'une de ses missions. Oui. Mais l'État peut créer. Il n'y a rien qui interdit à l'État de créer l'emploi. Non, d'habitude, dans tout, l'État n'est pas toujours employeur. Non, c'est le conservateur, le parti conservateur. Ça, c'est idéologique. Oui. Ça, c'est idéologique. C'est le parti conservateur qui refuse que l'État soit l'employeur principal. Oui. Mais si c'est les Labour qui sont au pouvoir, l'État crée des emplois. C'est pourquoi vous avez vu, quand les conservateurs sont venus au pouvoir, ils ont mis les gens en congé ici. Oui. Beaucoup de gens Ils ont fermé tous les services tous les emplois que les Labour avaient créés, les conservateurs sont venus. Donc ça signifie que c'est l'une des missions du gouvernement. Si les investisseurs ne viennent pas, c'est comme aujourd'hui, je disais que dans les conditions actuelles où il n'y a pas d'électricité, c'est-à-dire les fondamentaux pour les usines et autres, les étrangers ne viendront pas. Mais si les étrangers ne viennent pas, l'État doit créer. Okay. L'État doit créer. Ah, ça, vous avez parlé de Parce Costco. que vous savez qui est responsable de Costco? Non, je ne sais pas. C'est le gouvernement Home Office. Ce n'est même pas au nom l'État britannique. Home Office. Moi, je ne parle pas. J'étais étonné. Non. Bon, oui, c'est parce que les cartes de Costco, c'est pour le fonctionnaire il est en collaboration avec les Américains. C'est-à-dire Home Office. Ça, c'est l'agent de Home Office qui a été en partenariat. Comme toujours les Anglais, ils appellent étrangers en partenariat avec les Américains. Ne nous perdons pas. C'est parmi les missions, nous disons, l'État peut créer comme le privé. Oui. Mais comme le privé. Parlons d'abord de ce que nous avons. Parce que pour créer quelque chose, vous devez avoir quelque chose aussi. Oui. Ok. Vous oubliez que nous sommes un pays en guerre? Ah non, pas ça. Nous sommes un pays en guerre. Mais nous sommes un pays en guerre, mais combien on paye un député au Congo aujourd'hui? Bon, je ne connais pas le salaire. Les dépenses publiques, le fonctionnement des institutions. Oui, allons-y, Malembe. C'est cela. Il n'y a pas de Malembe, pasteur. Les Congolais nous suivent. Hein. On doit leur dire ce qui les tue. Les institutions bouffent le budget à 70%, pour ne pas dire 80%, ce sont les institutions, le président de la République comme institution, l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement, déjà eux-mêmes prennent pratiquement plus de la moitié du budget. Mais comment vous pouvez nous dire ça alors que le président a le pouvoir de dire non, on réduit le temps de vie? Le président lui seul, dans son bureau, dit non, je signe une ordonnance, j'ai réduit le temps de vie. Mais lui, il est en train de payer ses clients politiques. Parce que tous ces députés, il a besoin d'eux pour qu'ils aillent faire la propagande pour lui. Ouais. Imaginez-vous, il privilégie des individus qui sont minoritaires, qui ont été même envoyés par le peuple congolais au Parlement. Bon. Il leur donne aujourd'hui un député te sort avec plus de 20 000 $ par mois. Bon. Ça, c'est... Ils n'ont pas donné ça... donc, non, on a suivi ça dans les médias. Avec oui, on a suivi dans les médias, avec des preuves. Avec des preuves où des députés aiment eux-mêmes, des députés de l'opposition. Si on fait on a suivi des députés de l'opposition. Ils arrivent à cela. Mais le monument, c'était du tout, c'est moins de ça. Bon, mais comment un individu peut toucher ça au Congo aujourd'hui? Un élu du peuple, qui est un élu du peuple, ce n'est pas un technocrate. Parce que le gros salaire, on donne aux technocrates. Hein, parce qu'on doit rémunérer son intelligence et autres. Mais la fonction du député, c'est une fonction d'apostolat. Ouais. Vous êtes envoyé par le peuple congolais pour aller parler pour eux. C'est moi comme porte-parole du peuple qui souffre, on vous donne un gros salaire comme ça, et le peuple lui-même meurt de faim. Ça, c'est quelle contradiction ça? Sur ce point des députés, je peux aussi être leur avocat. Moi, je peux être leur avocat. Ah, vous acceptez que les députés aient ce qu'ils ont? Avocats. Nous avons des députés ici et chez nous en Angleterre. Ils ont des maisons ici. Ils ont une. Ne comparez pas l'Angleterre. Mais laissez-moi. Mais ces gens-là viennent. On déracine de leur milieu d'origine. Pas de l'Est. Nous ne parlons pas de. Non. Ils ont quel avantage? Qu'est-ce que le gouvernement leur donne comme moyen? Non, depuis tous les avantages, ils sont logés aussi à Kinshasa. Ils sont logés au frais de l'État. Au frais de l'État? Non. Oh, vous ne savez pas? Non. Ils sont logés, ils sont logés. Parce qu'on sait que Babas était député, c'est là où j'ai appris. Ouais. Il dit maintenant, on vient de me donner là où je dois rester parce que moi, député. Je suis député. Dit, oh, je ne savais pas ça. En tout cas, moi, je ne sais pas ça. Ils sont payés. Et puis même le paiement de leur loyer là, ça doit être l'équivalent de ce que les Congolais payent aussi leur loyer. Ouais. Et l'une ne peut pas avoir l'équivalent de location d'une villa. Bon. Pendant qu'il représente le peuple pauvre. C'est tout ce que nous disons. Le train de vie des institutions vous bouffe, imaginez-vous tout le budget. Et pour parler du budget, vous avez trouvé le budget à 4 000. Vous dites qu'il n'y a pas d'argent, 4 milliards. Nous sommes à combien aujourd'hui? À 16 milliards. Ouais.
Alors nous sommes à 16 milliards, vous continuez à pleurnicher, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de moyens. Moi, je n'ai pas dit C'est parce qu'il y a pas de qu'on moyens. disons là clairement, on vole. Non, non. Parce que tenté de dire que nous sommes un pays en guerre. Oui, mais écoutez d'abord. Nous avons un budget de 16 milliards Pas vraiment. aujourd'hui. Il n'y a pas d'emploi. Aujourd'hui, quand vous parlez des gens qui doivent vivre, ok? Oui. Nous avons 80% de chômeurs. Mais vous regardez la caméra s'il vous plaît, on est écrit. Nous avons 80% de chômeurs. Oui. Ces gens-là, pour que l'État injecte de l'argent, nous ne sommes pas dans ce pays où il y a comment on appelle, le service social, où on paye les gens au job center. Non, ça n'existe pas. D'ailleurs, aussi, pour que cela existe, il faut vraiment une bonne organisation. Sinon, on ne sait pas à qui donner, à qui ne pas donner. Non, mais le populiste, tu sais qu'il dit déjà, lui, il parle déjà de santé gratuite, école primaire gratuite et tout ça. Parce que, justement, il ne devrait pas faire ça. Pourquoi? Le Congo n'est pas prêt pour faire. Mais pendant qu'il gaspille l'argent là-bas, le Congolais ne peuvent même pas manger. C'est tout ça la contradiction. Alors, suivons un peu l'un de l'UDPS qui a quitté l'UDPS. Il fait son autopsie. Nous ne pouvons pas parler ici. Il y a quelqu'un qui a été au four et au moulin. Il a été dans les décisions prises par le gouvernement, quoi qu'il n'était pas dans le gouvernement, parce qu'il était président du parti au pouvoir. Je parle ici de M. Kabound Akabound. Nous avons préféré mettre un petit extrait. Je crois que c'est le moment maintenant pour que quelqu'un qui a été dans la casserole UDPS et qui parle. Alors écoutons un peu le verdict de l'homme qui a été un bras droit de Tshisekedi comme président de la République et UDPS. Suivons Kabound. Les promesses irréalisables sont considérées désormais comme mode de gestion. Le mensonge, la manipulation comme vision de gouvernance, les détournements des deniers publics et la corruption comme mode d'exécution de projets. Tous les échecs constatés sont la faute des autres. Une véritable fuite en avant et un mensonge d'État. Le Parlement de la République, temple de la démocratie, est désacralisé et devient le lieu à travers lequel le peuple assiste, contre sa volonté, à des scènes de règlement des comptes, des traitements de sujets sans pertinence aucune et celle des théâtres de clowns politiques. Près de 4 ans plus tard, le système Tshisekedi est incapable de mobiliser les sept à la dimension du Grand Congo et à l'immensité de ses ressources et richesses. En revanche, force est de constater que l'appareil de l'État se détériore et est devenu de plus en plus un club d'amis où les apprentis sorciers de tous bords exercent leur premier stage au sommet de l'État. Le peuple congolais fait au quotidien face à la montée vertigineuse des prix des denrées de première nécessité qui ont atteint leur instabilité sans précédent, alors que le gouvernement publie des statistiques de foi erronées et manipulées, vantées jour et nuit, ne reflétant aucune réalité des terrains. Quoi de plus ahurissant que de constater que le peuple qui constitue le fondement de la démocratie sociale ait été volé par l'État sous la coordination des services de la première institution de la République à travers le dossier RAM. Cette escroquerie d'État s'est déroulée au grand jour. Pire encore, le fonctionnaire, l'enseignant, le militaire et le policier qui devaient bénéficier tout simplement de l'amélioration réelle de leur salaire minimum garanti restent toujours bernés par des suppléments propagandistes, paradoxalement à leur panier de la ménagère et sans repère ni soubassement dans le calcul de la base salariale. Il va sans dire que le gouvernement a abandonné sa mission principale. Le peuple est désormais face aux dirigeants irresponsables. L'absence des mesures rationnelles d'encadrement de la gratuité de l'enseignement fondamental, bien entendu, fait chuter la qualité de l'éducation nationale, alors que l'accès aux soins de santé primaire de la population
devient un cauchemar sous le régime des jouisseurs. Mesdames et messieurs, eh bien, il n'y a pas de commentaire à faire avec ce que vous venez d'écouter là. Je crois que l'autopsie de Kabound se passe de tout commentaire. Le pays va mal. Hein? Et Kabound l'a vu et il a vu ça de plus près. Et quand il continue son discours, il dit que à un moment donné, il allait même voir le président de la République pour lui dire qu'à l'UDPS, on n'a pas pensé faire ce que vous faites ici. Donc, ça signifie que le gouvernement Tshisekedi a déraillé et a déraillé complètement. Un commentaire par rapport à Kabound avant on s'achemine vers la fin, malheureusement. Mais c'est une autopsie des faits qui s'est passée. C'était rien. Kabound, aujourd'hui, il est passé comme un prophète. Parce qu'il a tout dit. Et c'est ce que les Congolais sont en train de vivre. Moi, je crois que même si on doit chercher à se défendre, tout ça, mais on ne peut pas quand même dire autre chose à ces mamans qui vendent, ces mamans maraîchères qui vendent de la tomate, qui vendent des légumes, qui n'arrivent plus à payer les loyers. À un temps, ces gens-là vendaient et ils arrivaient quand même à payer les loyers. Ce que nous sommes en train de dire ici, le problème c'est quoi? C'est une mauvaise prévision des choses. Et si le miracle peut exister, moi je crois que les 8 mois qui restent, c'est 8 mois ou c'est combien? 8 mois, oui, on n'a rien à espérer là-bas. Oui. On n'aura certainement rien à espérer là-bas. Non, c'est-à-dire donner les signaux. Le trou est profond. Oui, monsieur. donner les signaux, dit que non, qu'on les jette. Parce que pour ceux qui restent, par exemple, on a, comme on l'avait dit, on n'a rien à espérer. Ce qui m'engage moi personnellement, avec déjà Fati, en amenant Kamere, à qui tous les Congolais l'ont vu détourner les fonds publics, je crois que le président devait quand même être conséquent et peut-être se dire que non, je ne peux plus me présenter ou même démissionner avant qu'il ne soit pire. Donc ça signifie qu'on va, on est en train, avant de donner la parole au pasteur Jean-Baptiste, c'est que nous sommes en train de vivre là une situation où un peuple sérieux, avec une opposition forte, peut chasser un gouvernement, un pouvoir en place. Je crois aujourd'hui le président n'a rien. Ou au besoin, le pouvoir en place constate que j'ai échoué lamentablement, je quitte. Oui, je démissionne. Comme fils d'Étienne, ça ce n'est pas ce que l'IDPS prônait. Je crois que le président peut avoir ce courage et dire que, bon mon frère, moi j'ai tenté aussi chercher quand même peut-être de faire quelque chose sur notre pays, mais je me retrouve un peu bloqué, peut-être la prochaine maladie, même si je l'ai dit, en tout cas moi je me retire, quelqu'un d'autre vienne. Même s'il vient de l'IDPS et tout ça, peut-être qu'on va à une autre tête. Parce que là, il n'y a plus rien. Il ne reste plus rien. Il est resté seulement dans les combines purement politiciennes. Avec les caméras et consorts, les gens qui les Congolais ne supportent plus. Donc il est en train de distribuer l'argent maintenant pour sa propagande, pour sa réélection. Allez-y, monsieur Jean-Baptiste. En tout cas, je sais que vous êtes quelque part un sympathisant, si pas un membre de l'UDPS. Je suis membre de l'UDPS. Tout à fait. Allez-y. Allez-y. Et je continue. Par rapport à votre ancien président de l'UDPS. Il est toujours le président de l'UDPS. Non, Kabound. Kabound n'est plus du parti. Okay. Je parle de Kabound. Okay. Votre réaction par rapport à ce que Kabound a dit. D'abord, c'est irresponsable de sa part, si je peux le dire. Irresponsable, un citoyen congolais? J'ai dit c'est irresponsable de sa part, je pèse mes mots. Non. Oui. Allez-y. La personne qui choisissait tous ces gens qui sont dans les institutions, c'était Kabound. C'était sa responsabilité. Alors, s'il dit que ces gens-là sont des jouisseurs, c'est lui qui a placé des jouisseurs là-bas. Vous voulez dire que tous ces conseillers qui entourent Fachi, on sait voir, beaucoup sont ses amis de Bruxelles. Écoutez, beaucoup sont ses amis de Bruxelles. Un conseiller ne travaille pas dans l'administration. Un conseiller n'est pas ministre. Il n'a pas de décision. Mais tous les ministres là, c'est Kabound qui les a. C'est Kabound qui les a fait nommer. Tout le monde. Tous les gens de FCC là. Oh, j'ai dit, c'est Kabound qui proposait des gens.
Les Kibasa, les Liaou, tout ce monde. C'est Kabound qui proposait des gens. Alors là, je dis, non, on était dans une grande complicité. Là, alors, c'est un leadership non, laissez-moi extrêmement faible de Tshisekedi. Non. C'est Tshisekedi qui gère le pays. Vous voulez seulement condamner ou bien vous non, on ne condamne pas parce que nous constatons dans une logique où je vais vous dire que Kabound a été irresponsable dans ce qu'il fait. Parce que si c'est lui qui a... vous condamnez les conseillers du président. Or, un conseiller n'a pas de signature. Qu'est-ce qu'un conseiller a comme signature? Il n'a rien. Non, c'est lui qui fait le travail. Par exemple, il fait le travail. Nous parlons des projets de territoire, par exemple. Oui. Le projet de territoire va tout droit vers un échec. Tout droit. Le Congolais ne faut pas vivre une différence avec les 2 milliards de dollars de Congolais qu'on a injectés dans ce projet. C'est une information gratuite. C'est parce que c'est les conseillers qui ont bâti les dossiers. Non. Des dossiers aussi faibles. C'est pas le président. Mais si vous voyez Fatih s'asseoir comme ça. Pourquoi on a donné ces prérogatives-là à Kabound de proposer tous ces ministres? Moi, je doute de ça. C'est pas Kabound. À moins que Tshisekedi soit alors un faiblard. Non, lui, le délit de peste. Laissez-moi. Allez-y. Maintenant, vous doutez de tout. Non. Nous sommes dans un débat. Oui, c'est ça le débat. Je suis d'accord avec vous. C'est le public qui vous pouvez douter de tout. Moi, je dis ce que je peux dire. Vous avez dit dans cette émission, on dit même ses opinions. Personnelles. Ça, c'est mon opinion. Tout à fait. Parce que chaque fois que les gens, même des l'UDPS, ils avaient besoin d'être nommés, le président s'est référé toujours à la tête du parti. Il disait, allez au parti, que le parti vous recommande auprès de nous. Et que c'était lui le président du parti. Ok? Les membres de l'UDPS. Allons-y. Allons-y petit à petit. Allez-y. Oui, pour les membres de l'UDPS, je dirais oui. Ouais. Bon, les autres plateformes, ok? Ce sont des gens avec qui nous sommes en coalition. Ils proposent leurs personnes. Nous sommes en coalition. Ils proposent leurs gens. On ne va pas rejeter tout ce qu'ils ont de proposer. Ok? Ça, c'est un point. De deux. Vous m'avez perdu même le fil d'idée que j'avais. Non, je voulais tout simplement... Bon, maintenant, Kabound lui-même. Ouais. Ok. D'abord, il aurait démissionné s'il avait vu que les actes que j'ai posés ne sont pas bons. Il aurait démissionné. Il n'a pas démissionné. Il a accepté d'abord qu'on le chasse du parti pour venir faire ce discours. Non. Ok? Bon, ça c'est... Oui, un homme responsable. Parce que vous demandez au président Fatih de démissionner, n'est-ce pas? Kabound, dès qu'il avait posé des actes et qu'il a trouvé qu'il il avait nommé des aventuriers, il aurait démissionné. Parce que c'est ça être responsable. Il n'a pas démissionné, il a accepté d'abord qu'on le chasse du parti pour venir maintenant faire ses discours. Non. Donc, c'est là où je voudrais éclaircir un peu. Oui. Dans le processus de nomination, c'est celui qui nomme qui a le dernier mot sur tous les noms qui lui arrivent. C'est pas parce que le UNC a envoyé des noms. Le président de la République doit avoir un cabinet qui check. Imaginez-vous que celui qui est pointé par l'UNC n'a même pas un diplôme d'État, il ne peut même pas écrire sur un papier, et le président va seulement le nommer parce que l'UNC lui a envoyé ça. Il y a des critères. Le président doit s'asseoir avec son équipe restreinte et dire oui, de l'UDPS, oui, celui-là, on le connaît, il est bon. Celui-là, on le connaît, il est bon. Dès qu'il accepte, ce n'est plus la responsabilité de celui qui propose. Ça devient la responsabilité de celui qui a entériné. Parce que là, c'est un problème de la République. C'est le président de la République, en le nommant par ordonnance, il a pris la responsabilité que ces gens sont capables de me donner un bon rendement. Okay. Ce n'est pas Kabound. Ok. Ouais. Descends. Maintenant, vous voulez parler de 145 territoires, vous dites que c'est un échec. Un échec comment? Comment vous jugez cet échec? Parce que aujourd'hui, au mois d'avril, à part ce que le PNUD a fait, c'est le PNUD qui est en retard de livraison, qui peut livrer ses ouvrages au mois de juillet ou septembre. Mais le reste, oui, ils sont déjà... le CFF, donc, qui s'occupe du Bazaïr et tout comme ça, oui, est à 80%. Le BCECO a déjà livré tous ces ouvrages. Alors, il y a de l'impact à l'intérieur. Si vous mesurez la valeur du Congo seulement à Kinshasa, alors ça sera pas... Quel ouvrage c'est pas ça? Parce que il y a bon, j'ai oublié le nombre, mais il y a à peu près des écoles, des centres de santé
Les écoles qu'on a déjà préfabriquées ou comment? Non, des écoles construites en matière avec le matériel utilisé sur place. Merci beaucoup, merci. La réalisation me fait signe que nous avons largement dépassé notre temps. Nous allons vous revoir ici le vendredi prochain dans le cadre de la même émission. Mais nous disons que ça, c'est notre alerte au gouvernement. Le gouvernement de la République, nous vous tenons à l'œil, en tout cas, parce que là, ce n'est pas que nous sommes contre vous. Nous voulons que vous avez sorti presque 2 milliards de fonds publics. Nous voulons voir la différence. Ce n'est pas une route construite à Nitouri, une autre à Kisangani et une autre à Kindu qui va faire la différence de la vie des Congolais. Nous voulons voir la différence. 2 milliards de dollars pouvaient faire quelque chose de plus important que ce projet. Et nous estimons qu'il y a anguille sous roche que le président de la République ait décidé, d'abord seulement avec son cabinet, un grand projet comme ça, on le fait avec un cabinet de spécialistes, même un cabinet extérieur, parce que là c'est le développement. C'est pas un cabinet simple. Oui, le PNUD n'est pas simple. D'accord avec vous, c'est pourquoi nous voulons voir l'impact. D'équipe pilote. Le PNUD est là. Bon, d'accord, on est d'accord. En qualité de il n'y a pas de Congolais. Oui, non, moi je dis que c'est un grand projet qui a besoin justement de ses partenaires, mais c'est que nous disons que nous attendons que ce projet, l'impact de ce projet se fasse remarquer, se fasse sentir dans l'économie congolaise. Ça s'est fait sentir. De toutes les façons, ça ne fait que commencer. On attendra peut-être la fois prochaine. Nous allons venir avec quelques éléments de preuve et analyser s'il y a de l'impact réel dans la vie des Congolais. C'est ça l'essentiel. Ce n'est pas, oh non, j'ai construit une école. Est-ce que ça a un impact? Ça a un impact. La gratuité de l'enseignement. Tout le monde est en train de décrier ça. Aujourd'hui, les parents payent même des frais qui sont en train d'égaler les familles minérales qui payaient avant. Alors, où est la gratuité? Les enseignants, sans ces paiements des parents, ne seraient pas payés. Donc, c'est tout ça. Il y a à boire et à manger dans la gestion de M. Félix Tshisekedi. Bon, notre observation demeure. Tous les paramètres sont au rouge. Nous invitons le gouvernement à repenser sa politique. Sinon, ça sera l'hécatombe. Et comme M. Gabi Kitoko a dit, dans ces conditions, on démissionne ou on attend le peuple pour te chasser du pouvoir. Nous avons dit merci beaucoup pour nous avoir suivis et nous nous retrouvons encore. Merci à mes invités. Merci beaucoup. Et puis nous nous retrouvons encore le vendredi prochain dans le cadre de la même émission. Aimez la vidéo s'il vous plaît. Aimez. Merci beaucoup. Merci. Aimez. Ok. Nalingi Canal Télé, Natala Canal Télé Brody.